On dirait que j'ai pris 3 rails de coke en vous expliquant ça. Mais bref, hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Vidéo qui aurait dû sortir il y a quelques semaines, mais j'ai eu du mal à trouver un moment pour tourner. Pour rappel, le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge, jusque là tout va bien, littéraire qui tourne autour de l'automne et qui est géré par Gimoz de la chaîne Le Terrier de Gimoz. Je mettrai sa chaîne en description. Écoutez, ce challenge aura été plutôt bon, dans le sens où j'ai pas lu évidemment toute ma palle, personne n'y croyait, moi d'abord, mais j'ai lu 8 livres et globalement j'ai pas souvenir d'avoir eu une déception. J'ai pendant ce challenge remplacé, ajouté quelques bouquins. Les pales qu'on constitue pour le challenge ne sont pas fixes, elles peuvent être amenées à évoluer. C'est parti pour ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Mes petites notes parce que c'était malheureusement il y a longtemps, donc je me souviens pas de tout. On compare avec le premier menu qui était Automne frissonnant et la catégorie Gargare à la main de gloire qui avait pour mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, épouvante et horreur. Pour ce bouquin, j'avais décidé de prendre le mot policier. J'avais tout juste commencé à ce moment-là un policier historique qui s'appelait Casanova et la femme sans visage. Ah mais oui, mais je vous ai dit que j'avais pas de déception, mais en fait si, c'est celle-là ma déception du challenge. Donc dans Casanova et la femme sans visage, en fait ça se passe au temps de Louis XV et on va suivre un jeune commissaire qui s'appelle le commissaire Volney, qui est aidé de son acolyte, un moine hérétique. Et en gros, ils enquêtent sur les morts étranges qui sont en fait, c'est pas du surnaturel, mais c'est juste qu'à l'époque, les meurtres un peu sordides étaient considérés comme des choses étranges et c'est pour ça qu'ils appellent ça comme ça. Mais en soi, c'est surtout tout ce qui est meurtre un peu barbare, gore, etc. En fait, on retrouve le corps d'une jeune femme sans visage, dans le sens où je crois que genre la peau de son visage a été genre retirée. Un petit peu space. Et du coup voilà, donc il enquête sur le pourquoi du comment et il se rend compte que ça pourrait impliquer Louis XV et la Pompadour. Écoutez, j'ai pas commencé le Pumpkin Autumn Challenge avec une très bonne lecture. C'est vrai que cette lecture a pas été folle et en fait je suis d'autant plus déçue parce que j'avais lu déjà un bouquin de cette saga des enquêtes du commissaire aux morts étranges et j'avais adoré. J'ai eu plaisir à retrouver les personnages, donc le commissaire et le moine. Et en fait, c'est un peu la seule chose qui m'a plu dans le sens où l'intrigue m'a pas vraiment passionnée, dans le sens où je l'ai trouvée un peu simplette, résolue assez vite, en 2 pages. Et ça parlait aussi énormément de coucherie, pour rester poli sur YouTube, ce qui en soi me dérange pas, mais j'ai pas compris à quoi ça servait, enfin j'avais pas le sentiment que ça servait au récit. Voilà, et autant au début j'adorais ma lecture parce que il y avait un apport historique autour de l'intrigue, donc il y avait beaucoup de passages qui expliquaient énormément de choses sur Paris, etc. Donc vu que j'y vis, c'était sympa à lire, mais aussi sur l'époque de Louis XV, etc. Mais cet apport historique, je trouve que on l'a perdu très très vite. C'est-à-dire que passé le tiers du bouquin, il n'y avait plus autant de petites anecdotes, de petites indications, etc. Et du coup je trouvais ça dommage parce que c'était une des raisons pour lesquelles j'aimais bien ma lecture. Du coup voilà, bon, ça va pas plaire à tout le monde. Je ne sais pas si je vais laisser une seconde chance à cette saga. Je crois qu'il a dû dans cette saga écrire à peu près 5-6 bouquins. Donc je ne sais pas si je lirai une autre de ses enquêtes. Ensuite, j'ai lu dans la même catégorie Six of Crows en audio. C'est un roman young adulte, je crois. Donc c'est pas du tout le genre de roman que je lis d'habitude. Mais je me suis mis récemment à la lecture audio, je cherchais un titre et je me disais aussi que ça serait pas mal d'écouter un titre en anglais pour me maintenir au niveau. Et au final, l'anglais était
hyper dur. Il y avait des accents, mais mamma mia. Mais j'ai même ralenti la vitesse de l'audio pour pouvoir tout comprendre, parce que mais c'est très bien parce qu'au final c'est assez immersif, mais les accents étaient difficiles à comprendre. On va suivre un gang qui est dirigé par Kaz Brekker, qui a pour mission d'aller délivrer un mec dans une prison qui est réputée pour être imprenable. Et ce mec-là, il a créé une drogue qui s'appelle le Jordaparem. Et cette drogue est très puissante parce qu'elle décuple les pouvoirs de la caste des magiciens de cet univers qui s'appelle les Grisha. Il faut qu'ils aillent le libérer, mais pas pour le tuer, mais pour le ramener à la personne qui a donné la mission à ce gang-là. Alors, mon avis. Du coup, j'avais déjà vu la série Shadow and Bone sur Netflix. La série inspirée de la saga Grisha, de la même autrice. Et Six of Crows, globalement, se passe dans le même univers. J'avais bien aimé, et du coup, c'est pour ça que ça m'avait donné envie peut-être de découvrir Six of Crows. J'ai bien aimé, l'intrigue était pas mal. En soi, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que les actions s'enchaînaient un peu simplement parfois, même si je dois reconnaître qu'il y a énormément d'action et de rebondissements, genre ce côté-là, le rythme est bon, je trouve. Les personnages sont vraiment un point fort du livre, ils ont chacun leur identité propre, leur complexité, leur caractère, et ce qui était agréable, et ça c'est globalement... c'est pas étonnant parce que c'est un premier tome, donc ça se passe souvent comme ça, mais j'ai bien aimé l'alternance entre le présent et le passé. En fait, à chaque fois, pour chaque personnage, on avait des passages sur le pourquoi du comment ils en sont arrivés à être dans ce gang ou à participer à cette mission. Et ça, c'est une alternance que j'ai bien aimée. Ensuite, deuxième catégorie, Double Toil and Trouble. On avait les mots-clés sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. J'ai lu Les Abysses de Rivers Solomon. À l'époque du commerce triangulaire, les femmes esclaves qui tombaient enceintes étaient jetées par-dessus bord, donc dans l'eau, et en fait elles ne sont pas décédées, et elles ont donné naissance du coup à leur enfant sous l'eau, et qui du coup s'est habitué en fait à cet environnement, et du coup une nouvelle société s'est créée sous l'eau dans les abysses. Les sirènes, en gros, des générations se sont passées, et en fait elles ne se souviennent pas de leur origine. Elles ne savent pas pourquoi elles sont là, elles sont nées ici, sous l'eau, en sirène, etc. On va suivre Yetu, ou Yetu, je ne sais pas, qui en fait est historienne, et en fait les historiens ont cette information de où le peuple vient, quelle est leur histoire. Elle a dans son esprit, dans son cerveau, toute l'histoire de son peuple, et il faut qu'elle la garde parce que tous les ans s'organise la cérémonie du don de la mémoire, et c'est un moment où Yetu va diffuser en gros l'information à tout son peuple sur d'où elles viennent, mais en fait c'est une histoire qui est tellement tragique que en fait elle leur délivre l'information, elle leur révèle tout ça, mais un jour ou 2 jours après les sirènes oublient globalement ce qu'elles ont reçu comme information parce que c'est trop douloureux, et en fait elles redonnent cette charge mentale entre guillemets à Yetu, qui elle doit vivre toute sa vie en sachant d'où elle vient, toutes les souffrances que son peuple a vécues, etc. Donc en gros, pour faire simple, c'est Yetu a cette charge mentale historique en elle, et elle n'arrive plus à la gérer parce que en gros elle doit souffrir à la place de son peuple qui lui au final vit enfin pas dans le déni, peut-être une vie plus insouciante, alors que elle a un poids énorme sur les épaules qu'elle n'arrive pas à gérer. Et en gros le roman commence le jour de cette cérémonie du don de la mémoire, donc c'est 24-48 heures où le peuple de Yetu va en fait savoir leur origine et va en fait partager la souffrance qu'a Yetu elle au quotidien. J'espère que c'est à peu près clair, c'est une histoire un peu particulière, mais c'est ça aussi qui m'a plu parce que c'est pas... Enfin,
j'avais déjà pas lu énormément de choses qui se trouvent dans les univers un peu marins, etc. Donc déjà, l'environnement était, je trouve, assez original. Donc j'ai bien aimé au global. Après, le fait que ce soit une histoire si courte, en fait, je suis un peu restée sur ma faim parce que j'aurais tellement aimé que l'univers soit beaucoup plus creusé. C'est vraiment une sorte de conte. Donc c'est assez court. On peut pas détailler tout l'univers, le pourquoi du comment, la manière dont ils vivent. Voilà, on peut pas détailler tout ça. Et c'est peut-être ce qui m'a manqué, mais en même temps, c'est pas l'objectif du bouquin. En fait, c'est une histoire qui est très touchante. Moi, ce que ça m'a évoqué, c'est qu'on traite les sujets de la mémoire, de l'histoire d'un peuple, de cette importance qu'a l'histoire dans la construction d'un peuple, cette notion de mémoire. Est-ce qu'il faut continuer à se souvenir des éléments tragiques qui ont fait un peuple, ou au contraire est-ce qu'il faut dire que c'est le passé et que maintenant il faut plutôt se concentrer sur l'avenir de ce peuple, le poids de l'histoire dans la construction d'une société, etc. Et je trouve que c'est des sujets qui étaient très simplement amenés, expliqués, et qui laissaient vraiment place à la réflexion. On nous guide un petit peu dans ces réflexions, mais globalement on peut se faire un peu son interprétation soi-même. Je vous conseille vraiment cette lecture. J'ai passé un bon moment. Si vous cherchez entre guillemets une transition entre peut-être deux grosses briques et qui vous amène à réfléchir, mais pas non plus à vous prendre la tête, parce que c'est une lecture qui est quand même qui est simple, courte et bien amenée. Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Le folklore de Chipenden, créatures surnaturelles, fantastiques, obscures et fantasy. Alors là, on va parler du coup de cœur de ce challenge et même de coup de cœur de lecture en général. Malheureusement, ça ne va pas être très original parce que je rejoins la team qui a adoré Vita Nostra de Marina Estergaï-Diatchenko. Vita Nostra, c'est un roman fantastique qui met en scène une jeune fille qui s'appelle Sacha et qui rejoint une école qui se trouve à Torpa, qui est un petit trou paumé. Et en gros, elle rejoint l'école, enfin l'Institut des technologies spéciales. Disons qu'elle a été un peu contrainte à rejoindre cette école, je ne vous dis pas comment, mais toujours est-il qu'elle se retrouve là, qu'elle va avoir un apprentissage assez particulier. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus, dans le sens où moi je savais le début de l'histoire parce que j'avais regardé la vidéo de Cornelius sur ce sujet. Donc je savais en fait pourquoi elle était contrainte à rejoindre cette école, mais je ne savais pas la suite. Et au final, j'en suis très contente parce que ce livre est une expérience de lecture. J'avais jamais ressenti ça. Après, je lis pas énormément de fantastique, c'est peut-être aussi pour ça. Mais ce livre est vraiment une expérience de lecture en lui-même en fait. C'est très particulier. Et en fait, je pense que beaucoup de gens l'aiment, mais c'est pas dans le sens « Ah, j'ai adoré ce bouquin parce qu'il y a eu plein de rebondissements, c'est hyper épique, c'est hyper stylé, et puis il y a plein d'intrigues. » En fait, enfin après, je suis pas à la place des gens qui ont adoré le bouquin, mais moi j'ai adoré ce bouquin parce que c'est un livre fucked up, mais vraiment, mais c'est très très particulier. Je saurais pas en fait je peux pas vous dire pourquoi concrètement, mais vous allez rien comprendre. c'est pas très vendeur, mais vous allez rien comprendre, mais ça sera pas grave parce que du coup ça sera cool. C'est très bizarre, mais en fait c'est le genre de bouquin qu'il faut lire plusieurs fois dans sa vie, vraiment profiter de ce qu'il a à apporter. Et c'est sûr que je relirai ce bouquin, c'est sûr à 300%. Parce que je suis sûre qu'il y a une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième interprétation de lecture.
Et j'ai trop hâte, alors pas hâte de le relire maintenant, mais j'ai trop hâte peut-être de le relire dans 3-4 ans, ou peut-être même ma vie aura forcément évolué, j'aurai vécu d'autres choses, et peut-être que j'aurai un regard différent sur cette lecture. C'est vraiment Vita Nostra, c'est vraiment un livre qui peut nous accompagner tout au long de notre vie. Et en ça, je trouve que c'est très très fort. J'ai pas aimé ce bouquin parce qu'il y avait 20 000 intrigues, du suspense, des machins. J'ai aimé ce bouquin parce que c'est un ovni en fait. Et pourtant, je suis pas tout le temps hyper à l'aise avec ce genre de lecture un petit peu qui sort du cadre. Mais là, j'ai été totalement conquise. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Globalement, j'ai abordé tous les points que je voulais. Vraiment, c'est une lecture que je vous recommande, ne serait-ce que pour l'expérience de lecture en elle-même. Et c'est un livre qui installe une ambiance, une atmosphère mais oppressante, très dark, mais pas dark gore pas gore ou malsain, mais c'est juste oppressant. On est mal à l'aise, mais c'est quand même addictif. Je vous le recommande famille, j'ai trop hâte de commencer le numérique, je vais demander pour Noël. En fait, c'est pas la suite de Vita Nostra, mais c'est la suite du triptyque qui s'appelle Les Métamorphoses, et dedans il y a Vita Nostra numérique, et je sais plus le troisième, mais il est pas encore sorti. Et dernier point aussi, ce roman, j'y pense encore. Je l'ai lu en septembre, octobre, je crois. Fin septembre, début octobre, j'y pense encore. C'est... Vraiment, il y aura un avant-après quand on lit Vita Nostra. Après, si vous l'avez lu, que vous n'avez pas du tout ce ressenti, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on en discute. Ensuite, on avait le deuxième menu, automne, douceur de vivre. Et on avait la catégorie « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière » où il fallait lire un livre feel good, santé mentale ou émotion. Du coup, j'ai rajouté mon premier manga, donc qui est Dragonhead. J'en ai fait un vlog, donc je vais pas m'étaler, c'est le même vlog où je parle de Casanova et la femme sans visage, donc je vous le mettrai en description dans le petit si vous voulez aller voir. Mais globalement, c'est un manga d'horreur où on va suivre une race de japonais qui est dans un train, et ce train rentre dans un tunnel et déraille. L'entrée et la sortie du tunnel est bouchée. Et tout le monde meurt. Je vous laisse imaginer les planches. C'est très explicite, très très bien dessiné, mais il y a 3 survivants, 3 élèves. Bah, du coup, ils se rendent compte qu'ils sont coincés et c'est une saga en 5 tomes. Dans le premier tome, on va suivre surtout comment ils réalisent qu'ils sont que tous les 3, que tout le monde est mort, comment ils se réorganisent pour survivre, trouver à manger, retrouver des repères, etc. Évidemment, ça yoyote un peu, quoi, ils deviennent un peu tarés. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie santé mentale. Là, globalement, leur santé mentale, elle est claquée au sol. J'ai adoré, je me suis retenue. En fait, je l'ai lu quasi en une fois. C'est un manga comme ça. Mais d'ailleurs, j'en parle, mais il est là. Ah, mais non. En fait, c'est trop débile parce que, bon, c'est pas grave, mais normalement, les livres que je finis de lire, je les ramène direct chez mes parents parce que je peux pas stocker énormément de livres chez moi, donc c'est pour ça que là je vous les montre pas, c'est qu'ils sont plus chez moi. Mais en fait, j'avais les habits et du coup le manga, donc Dragonhead de Minotauro Mochizuki. En fait, je me suis retenue de le lire en une soirée, mais bon, le lendemain matin j'avais terminé. Bref. Hyper bien, je vais demander le tome 2 pour Noël. Je recommande, moi c'était mon premier manga, donc vraiment je suis totalement novice et ça m'a pas mal plu. Donc si vous avez jamais lu de manga, mais que globalement vous lisez déjà des romans d'horreur ou enfin ouais des romans un peu gore ou des trucs comme ça, je vous le recommande. Oui, et ce que j'ai adoré aussi à la fin, vous avez quelques lignes, c'est vraiment des petits paragraphes, hein, voilà. Vous avez quelques lignes sur ce qu'il faut retenir globalement du bouquin, les clés de cette lecture, qu'est-ce que le mangaka a voulu transmettre à travers cette histoire. Et vraiment, c'est très appréciable. C'est vrai que moi, quand je finis un bouquin, à chaque fois, je me dis, bon, j'ai compris des trucs, mais est-ce que c'est vraiment
est-ce que j'ai compris tout ce qu'il fallait comprendre ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc souvent j'aime bien regarder des avis, mais après coup plutôt. Pas forcément avant pour choisir ma lecture. J'aime bien regarder des avis, des vidéos qui ont été faites dessus, etc. pour voir un petit peu comment les autres l'ont interprété et voir si ça se met en lumière avec ce que moi j'avais compris. Et là, on nous donne en gros les clés de compréhension de l'histoire et ça nous permet même peut-être à la fin de voir l'histoire sous une autre manière. Et ça, j'avais vraiment apprécié. J'espère que ça va être... qu'ils vont faire la même chose pour les autres tomes. Cette vidéo est tellement longue, je vais essayer d'enchaîner. Troisième menu, Automne Enchanteur, où là, on a la catégorie Nom d'une dune, où moi, j'ai lu Le cycle des robots, tome 3. Alors, déjà, aparté sur le nom de la catégorie, d'une dune pour Dune de Frank Herbert. J'ai vu le film. J'ai acheté le livre après. Le film, c'était de la bombe. C'est la première fois que ça m'arrive parce qu'en général, je préfère... En fait, c'est ce que je comptais faire. Je voulais lire le livre et ensuite regarder le film. Mais les choses ont fait que j'ai vu le film avant d'avoir lu le livre. Et j'ai adoré le film. On passera sur le fait que Timothée Chalamet est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi apprécié le film. Bref, et je suis sortie du film, j'avais adoré, et je me suis dit, en fait, je pense que le livre a énormément de choses à apporter en plus, donc ça me rebutait pas pour lire le livre. Du coup, je l'ai acheté, il est dans ma palle du Cold Winter Challenge. Je ne l'ai pas présenté dans la vidéo parce que ça s'est passé après la diffusion de ma palle. Mais en tout cas, c'est une lecture dont je parlerai prochainement sur la chaîne. Bon, quand je l'aurai lu, il fait je sais pas combien de pages. Marrant parce que j'ai dit qu'il fallait que j'accélère et je vous parle d'un truc qui n'a rien à voir avec le challenge. Bref, donc pour cette catégorie où les mots-clés étaient écologie, anticipation, SF et post-apo, j'ai lu Le cycle des robots, tome 3 de Isaac Asimov. Roman que j'ai avec moi parce que c'est la dernière lecture que j'ai fait de ce challenge. Comment vous dire? Déjà, un peu de contexte, Le cycle des robots est un cycle de l'œuvre de Isaac Asimov. Et il y a 6 tomes, je crois. Les 2 premiers tomes étaient des recueils de nouvelles. J'en ai parlé dans des vidéos, je sais plus lesquelles, je vous les mettrai en description. Les 2 premiers tomes sont des recueils de nouvelles que j'avais... Alors, c'est pas que j'avais pas apprécié, mais bon, de base, j'aime pas trop le format de nouvelles, donc j'avais aimé, mais sans plus. Et à partir du tome 3, on est dans un format roman. Donc je m'étais dit, cool. Et quand j'ai lu le synopsis, la 4e de couverture, ça annonçait une enquête policière. Donc je me suis dit, globalement, l'univers du cycle des robots, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et je me suis dit, en plus, une enquête policière là-dedans, ça va être fou. Alors, ce roman n'est pas du tout une déception. Par contre, je pense que j'avais trop d'attentes. En gros, pour le pitch, il y a un célèbre docteur, le docteur Sarton, qui est assassiné. Donc, qui était un docteur en robotique, je crois. Donc, il confectionnait des robots. Et en gros, son assassinat jette un peu le trouble parce que dans cette société où on est en l'an 3000 ou non, je crois qu'on est dans l'an 2050. Enfin bon, bref. En fait, Isaac Asimov a écrit ça dans les années 40. Donc en fait, en 2050, ça paraissait tellement loin, ça paraissait un petit peu futuriste. Dans cette société, s'opposent en fait les terriens et les spatiens. Les terriens, c'est des gens comme nous qui vivent encore sur Terre, mais la société a totalement changé, vraiment économiquement, géographiquement, sociétalement parlant, enfin tout a changé, mais globalement ils vivent encore sur la Terre. Et il y a les spatiens qui en fait sont des terriens qui sont partis sur une autre planète et qui ont une vie totalement différente et en tout cas c'est présenté comme ça dans le livre, beaucoup plus qualitative que les terriens. Parce que les terriens vivent dans des cités, donc là ça se passe à New York, où en fait New York est une cité qui a des milliards d'habitants, où en fait on a dû faire en sorte de gérer cette surpopulation, donc ils vivent
dans des grands buildings, mais sans fenêtres, où tout est optimisé en termes de place, où ils sont un peu hiérarchisés en termes de, pas de caste, mais ils ont plus ou moins de droits ou d'accès à certaines choses de la ville en fonction de leur position dans la société. C'est un peu dystopique, on va dire. Donc voilà, c'est un peu, ça m'a fait un peu penser à 1984. Donc bref, et les Spatiens, en gros, eux vivent, ils ont beaucoup plus d'espace, ils sont pas du tout en surpopulation, ils ont une vie visiblement beaucoup plus qualitative. Bref. Donc s'opposent les Terriens et les Spatiens. L'assassinat du docteur Sarton jette le troupe parce que les Spatiens disent que c'est un Terrien qui a fait ça. Et les Terriens disent pourquoi c'est forcément nous. Enfin bon bref, donc du coup ça amène énormément de conflits. Donc on confie l'enquête au détective Bailey. En fait l'enquête va être menée par un Terrien et un robot. En gros les robots dans la société des Spatiens, ils utilisent des robots au quotidien. C'est vraiment, ils font partie intégrante de la société. C'est-à-dire qu'ils nous ressemblent en tout point. Ils peuvent pas manger, aller aux toilettes, etc. Mais physiquement ils nous ressemblent en tout point. Ils sont autant intelligents, même voire peut-être plus que tout être humain. Du coup on lui dit le détective, donc il y aura un Terrien et il y aura un robot des Spatiens pour mener l'enquête. Bon, l'enquête, voilà, j'ai pas apprécié plus que ça, c'était pas la folie. Par contre, et ça c'est une des raisons pour laquelle je continue quand même Isaac Asimov et son siècle des robots, les questions autour de la robotique, de l'être humain, du progrès, etc. sont extrêmement intéressantes. C'est hyper pertinent. En tout cas, ma recommandation, bon après l'enquête policière peut plaire à d'autres, hein, mais si comme moi vous avez l'habitude de lire des enquêtes policières, c'est pas un roman qui va vous transcender d'un point de vue enquête. Par contre, si vous vous intéressez à ces sujets de la robotique, au progrès, à l'évolution de l'humanité, etc., c'est une très bonne saga, je trouve. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce livre, vraiment de questionner l'évolution de l'homme, l'évolution des sociétés, sur la surpopulation. Vraiment, il y a énormément de sujets qui sont évoqués, et en plus des sujets qui sont aujourd'hui d'actualité, alors que Isaac Asimov, comme je le disais, a écrit ça dans les années 40. C'est-à-dire qu'il y a un aspect visionnaire qui est absolument stylé. Ça parle de surpopulation, ça parle de redéfinition de société, des villes, de l'urbanisme, parce que il y a cette surpopulation. On ne peut pas vivre à 7 milliards dans une ville comme on vit à 3000, quoi, ou même à 1 million, on va dire, si on prend les grandes métropoles d'aujourd'hui. Ça discute aussi de la famine, de l'évolution de l'agriculture, comment on fait pour nourrir des milliards de personnes au quotidien. Ça parle de technologie, ça parle de la robotisation. Les Terriens, eux, ont un peu une aversion envers la robotique parce qu'ils estiment que ça va les remplacer. Et à côté, on a les Spatiens qui, eux, voient en ça plus du progrès et en fait, peut-être même de l'allègement de charge en fait, qu'on donne aux humains. Bref, ne lisez pas ce bouquin-là, parce que peut-être que les autres enquêtes seront plus intéressantes. Mais aujourd'hui, moi, je lis cette saga, pas du tout pour l'aspect policier, mais surtout pour la réflexion autour de la robotique, du progrès et de l'évolution, en gros, des sociétés humaines. On arrive à la fin de cette vidéo qui sera extrêmement longue. Je dois me taper le montage après, je sens que je vais y passer 5 heures. Bref. Du coup, dernier menu, Automne des mystères. On avait la catégorie Le Destin perdu, qui avait les mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Et j'ai décidé de lire Puzzle, donc de Franck Tillet. Ça faisait 1 milliard d'années que je n'avais pas lu de Franck Tillet. J'avais trop hâte de retrouver cet auteur et ses enquêtes. J'ai fait une petite pause parce que il y a un moment où vraiment je ne lisais que ça. C'est-à-dire que j'enchaînais un Franck Tillet, je lisais celui d'après. Et bon, j'ai fait un peu une overdose.
Et du coup j'ai eu besoin d'avoir une petite pause et là du coup j'ai repris avec Puzzle et c'était trop bien. Puzzle, on va suivre Ilan et Chloé. Ilan et Chloé sont passionnés de chasse au trésor. Ils veulent participer depuis des années à un jeu qui s'appelle le jeu Paranoia. Il est très difficile, en fait, c'est un petit peu comme Matrix dans le sens où c'est très difficile de trouver un peu l'accès au jeu. Parce qu'il faut trouver une information dans un journal qui nous donnera l'accès à une adresse, qui nous fera parler à quelqu'un, qui pourra nous faire rentrer dans le jeu. Enfin, c'est un truc un petit peu space quoi, mais un peu comme Matrix en fait. C'est pas un jeu, mais ce côté en fait, on est dans notre société normale et il y a un petit détail qui en fait nous fait là rentrer dans un jeu. Et Matrix c'est autre chose, mais voilà, un petit message de quelqu'un ou une petite annonce dans un journal qui donne des indices pour arriver à ce jeu. Bref, donc ça fait des années qu'ils essayent de trouver un petit peu l'accès à ce jeu et ils finissent par le trouver. Et ils arrivent dans un hôpital psychiatrique abandonné dans les Alpes. Et c'est là où va se passer le jeu Paranoia. Et ils ont comme première règle que rien de ce qui va se passer dans ce jeu ne va être réel. Et quelques heures après, ils reçoivent la deuxième règle. L'un d'entre vous va mourir. Bonne ambiance. Ça me fait penser un petit peu à Squid Game quand je vous parle de speech un peu, mais bon, c'est pas du tout la même chose que Squid Game, mais en tout cas le début, c'est un petit peu le même esprit. J'ai adoré retrouver Franck Tillier. Je trouve que Puzzle, c'était pas la meilleure enquête de Franck Tillier, parce qu'il y avait quelques trucs que j'avais devinés assez facilement, mais ça m'a pas dérangé parce qu'en fait c'était vraiment un moment où j'ai pu retrouver ces enquêtes, cet auteur, cette plume, et c'était vraiment un bon retour aux sources, une bonne presque Madeleine de Proust. Le fait d'avoir compris 2-3 choses en avance était pas du tout dérangeant parce qu'au final on est quand même surpris à la fin, il y a quand même des éléments, des clés que j'avais pas, et du coup j'ai gardé ce suspense et cette surprise à la fin. Catégorie les ruines de l'Atlantide, où on avait les mots-clés conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende. Comme à mon habitude, dans les challenges, j'ai lu quelques nouvelles de Dagon de Lovecraft. Donc c'est un recueil de nouvelles que je mets un peu dans tous mes challenges. Et d'ailleurs il est dans ma page du Cold Winter Challenge. Je lis quelques-unes de ces nouvelles pendant les challenges, quand je suis dans le métro ou des trucs comme ça. C'est des nouvelles qui sont assez courtes, que voilà, ça passe bien dans les transports. J'ai lu, je pense, 4-5 nouvelles. Celle que j'ai le plus appréciée, je sais plus comment elle s'appelle. Non, c'est pas La Rue, pas La Poésie des Dieux. L'Alchimiste. Ah si, l'Alchimiste c'était pas mal. Ah oui, alors, non, il y en a eu plusieurs. Donc j'avais bien aimé l'Alchimiste, où on suit un peu une histoire de famille, une histoire de malédiction sur une famille d'aristocrates, etc. Mais c'est une nouvelle qui fait 4-5 pages, donc je vais pas vous résumer parce que ça serait vous spoiler. Ah non, mais en fait j'en ai lu pas mal, hein. Ah mais si, non, l'au-delà, en fait non, mais il y avait plein de nouvelles qui étaient trop bien. Donc l'Alchimiste j'ai bien aimé. L'au-delà, en fait, c'est un mec qui parle d'une histoire de son ami, et en fait il raconte que son ami est devenu taré, et il explique pourquoi. Mais c'est toujours dans l'univers de Lovecraft, etc. Ce côté un petit peu horrifique, horreur, qui reprend les mythes, le mythe de Cthulhu, ou d'autres créatures ou légendes du même univers. Je retrouve plus l'autre nouvelle que j'avais aimée. C'était une nouvelle, on suivait un équipage dans la Seconde Guerre mondiale, je crois, ou je sais plus, dans un bateau, et en fait les passagers deviennent tarés parce qu'ils voient, je pense, Cthulhu ou des créatures, etc. Et en fait ils deviennent tous tarés, et voilà. Bon, c'est tout. En fait ça tourne toujours un peu autour des mêmes sujets. Soit on a des nouvelles du cycle onirique de Lovecraft, soit c'est des nouvelles en rapport avec des histoires macabres ou le mythe de Cthulhu. Moi je préfère les nouvelles des histoires macabres, mais voilà. Donc je l'ai pas terminé, à peu près à la moitié.
je vais essayer d'avancer ça pendant l'hiver. J'en ai terminé avec cette update lecture, enfin ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai posté ma palle du Cold Winter Challenge il y a 2-3 semaines, donc je vous la mettrai aussi en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire les lectures que vous avez fait pour ce Pumpkin Autumn Challenge, ce que vous avez apprécié, moins apprécié. Et je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera un unboxing cube. J'en ai 2 à faire. Et en attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.